Et donc on va donner la parole à deux sociétés d'aménagement régional, par la voix de François Gontard de BRL, directeur adjoint en charge de l'aménagement, et Vincent Couléchat, qui est à la SCP, la Société du Canal de Provence, et qui lui est chef de département eau et changement climatique au sein de la direction de l'ingénierie des services. Et donc tous les deux, vous allez nous présenter comment vous voyez l'évolution des prélèvements sur les réseaux collectifs. Et on va commencer avec vous, François. Vous allez nous illustrer la diversité des contextes de prélèvement en situation actuelle et future, avec l'exemple du réseau hydraulique régional que vous gérez au sein de BRL. Oui, voilà, tout à fait. Donc, à la question, alors, je voulais commencer par rebondir par des propos que j'ai entendus lors de la table ronde. J'ai noté les mots conflit d'usage, j'ai noté les mots tension, j'ai pas entendu guerre de l'eau, mais on aurait pu l'entendre. Donc, par rapport à ça, le message qu'on voulait faire passer, c'était qu'il faut très rapidement, mais ça aussi je l'ai entendu, revenir à des échelles très locales, de bassins versants par exemple, pour appréhender ces questions voilà, au-delà de très grandes généralités et revenir à des cas pratiques. Et donc, ce que je voulais proposer, c'était de l'illustrer à partir de 3 exemples que l'on gère de prélèvements dans des milieux très différents et avec des contextes très différents. Et qui d'ailleurs ne sont représentatifs que de ces 3 cas particuliers qui ne se veulent pas une généralité. Donc je vous les situe ça voilà, sur une carte. Là. Ce que je vous propose de parler, c'est de 3 ressources que l'on mobilise. Là, je les ai classées par ordre quantitatif, c'est-à-dire par rapport au volume que l'on prend dans chacune de ces ressources. Donc la première, c'est le fleuve Rhône. La seconde, c'est de l'eau que l'on mobilise, donc c'est dans le département de l'Aude, sur le territoire du Lauragais, avec une ressource de type barrage. Le barrage de la Ganguise, qui est alimenté lui-même depuis un autre barrage, celui de Montbel, qui est situé dans l'Ariège. Donc là, on va dire c'est de l'eau des Pyrénées, quelque part, qu'on mobilise et que l'on stocke. Et puis, dernier cas qui est tout à fait différent, c'est celui d'un prélèvement que nous avons dans le Gard, là, entre Nîmes et Alès, dans une nappe. C'est un karst calcaire où on va prélever de l'eau à plus de 300 mètres de profondeur. Et donc, c'est encore une nature de ressources totalement différente. Et qui dit nature de ressources différentes, dit mode de gestion en aval différent. Voilà, mode de gestion différent aujourd'hui, et puis perspective d'avenir, parce que c'est le sujet aussi de la journée, assez différente pour ces 3 ressources. Alors, je vous ai donné là juste quelques chiffres pour quand même les quantifier et voir qu'on ne parle pas du tout des mêmes choses. Sur le fleuve Rhône, nous prélevons 160 millions de mètres cubes par an. Bon an, mal an, ça dépend en fait de l'année, du climat et des besoins en eau. Et ça représente presque 3/4 des volumes que BRL gère sur son territoire. Vous avez ensuite le barrage de la Ganguise, vous voyez, c'est de l'ordre de 13 millions de mètres cubes mobilisés. Et puis le karst urgonien, c'est 1,5 million là. Les petits carrés là en bas à gauche, c'est juste pour vous donner voilà, les ordres de grandeur de façon très visuelle. Alors peut-être qu'on peut regarder ressource par ressource. Hein, voilà. Donc je continue dans cet ordre. Je commence par le Rhône. Donc le Rhône, c'est un fleuve qui présente un débit moyen. Alors on verra là, les travaux Explore qui nous diront comment ça évoluera. Mais actuellement, on est sur un débit moyen de 1700 mètres cubes par seconde, ce qui représente aujourd'hui 54 milliards de mètres cubes d'eau qui terminent en Méditerranée. Voilà. Donc par rapport à ça, les prélèvements par BRL par rapport à ces 54 millions représentent à l'année 0,3% des volumes du fleuve Rhône. Alors après, ça c'est c'est flatteur, ça minimise peut-être le prélèvement. Donc on le regarde aussi en débit. Donc BRL dispose d'une autorisation de prélèvement de 75 mètres cubes secondes dans le Rhône. Et par exemple cette année, c'est la courbe que vous avez en bleu là, qui représente les débits prélevés quotidiennement. Nous avons atteint 12 mètres cubes secondes en pointe. D'ailleurs, ça me permet de rebondir à une remarque aussi de la table ronde, c'est que côté BRL, et je pense que c'est le cas quand même des gros préleveurs collectifs de la région, que sont les sociétés d'aménagement régional ou les ASA qui sont représentés dans l'assistance, nous avons une connaissance au jour le jour des prélèvements. On a des débitmètres, des installations télégérées, et tous les matins, la première chose que je fais quand j'arrive au bureau, c'est de regarder
le débit du Rhône et les volumes, les débits prélevés. Hein. Voilà, reste peut-être à ce que les collectivités en aient aussi ce même accès. C'était ça aussi le message, je crois. Oui, tout à fait. Mais je pense, voilà, effectivement, je pense que les gros préleveurs, les principaux, ont cette info, elle est communiquée, elle est connue. Hein, voilà. Oui, mais à l'échelle peut-être globale aussi, et peut-être pas à une échelle ultra locale au sein de chacune des collectivités. Ben, en tout cas, je ne sais pas, mais je parle au nom de BRL, SCP, CACG par exemple, et de Gros Zaza. On a à chaque point de prélèvement un débitmètre télégéré, ça remonte sur les supervisions, et quand on va au fameux comité de ressources en eau toutes les semaines dans les différents départements, on a les chiffres, on les produit. Hein, voilà. Donc là-dessus, d'ailleurs, c'est la force de cette région où il y a quand même une forte organisation collective de l'eau et avec du coup pas mal de données. Alors, voilà. On revient sur le Rhône. Ouais. Voilà, je reviens. Donc, BRL en pointe, vous voyez, sur le mois de juillet, nous avons prélevé 1,2% du débit du Rhône qui passait devant notre point de prélèvement. Et le pire jour de l'année, c'est-à-dire celui où on prélevait le plus et où le Rhône était à un débit, c'était en été, un étiage, on était à 2,6% des débits. Voilà. Ce sont les courbes qui s'affichent là à l'écran. Alors voilà, c'est le cas du Rhône, et ce n'est que le cas du Rhône. On passe à un autre exemple, le barrage de la Ganguise. Voilà, qui n'a rien à voir. Donc le principe du barrage de la Ganguise, c'est vraiment une retenue qui est indépendante de son bassin versant. Hein. Ce n'est pas un stockage sur un cours d'eau. Enfin, il y a un tout petit cours d'eau, mais c'est négligeable. Donc en fait, c'est une retenue qui est alimentée elle-même par un autre barrage qui s'appelle le barrage de Montbel, qui est en Ariège. Il est également un petit peu complété par des excédents d'eau qui viennent de la Montagne Noire, mais la ressource principale, c'est bien le barrage de Montbel. Et donc, c'est une retenue. Alors là, c'est le fruit simplement de la conception, des études, des données statistiques de remplissage. C'est un ouvrage qui peut être statistiquement rempli complètement 8 années sur 10. Aujourd'hui, le niveau d'usage est inférieur au volume totalement stocké. C'est-à-dire que normalement, tous les ans, on arrive à satisfaire les besoins des agriculteurs. Et il se trouve qu'en 2023, mais je crois que ça a été bien dit aussi, on a connu une année totalement exceptionnelle avec un déficit de pluie qui remonte à 2022 en fait. Et nous nous sommes retrouvés en début d'année avec une retenue qui était partiellement remplie. C'est la courbe rouge que vous avez là sur ce graphique. Ce qui fait que des mesures d'adaptation ont été prises avec la profession agricole suffisamment tôt. C'était au mois de mars avec un quota en eau qui a été vraiment abaissé et de l'ordre de 50%. Et derrière, alors on est sur des territoires où nous avons des cultures annuelles, et donc les agriculteurs ont adapté leur assolement en sommant moins de maïs, par exemple. Ils avaient été prévenus dès le mois de mars. Ils ont été prévenus, et j'ai envie de dire, c'est la règle du jeu de ce système. Hein. C'est-à-dire qu'on sait d'avance que la probabilité que la ressource soit moins disponible une année donnée existe, et donc les agriculteurs s'adaptent. Et pas que les agriculteurs, il y a d'autres usagers bénéficiaires de l'eau en aval. Tout le monde, s'adapte de cette manière. Si dans le cas du Rhône, on voyait qu'il y avait a priori de la marge, reste à voir comment ça va évoluer. Là, pour le coup, avec le barrage de la Ganguise, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de volume disponible pour un développement, par exemple, de l'irrigation ou d'autres usages de l'eau. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez bien, on terminera par ça. Justement, on reprendra les 3 cas de figure et on verra bien quelles sont les perspectives qui se présentent. Et donc, pour passer au cas du karst urgonien, alors là encore, on est dans un contexte totalement différent. Donc c'est une ressource calcaire, vous en avez là une représentation, très fissurée dans laquelle circule de l'eau en grande masse, mais qui communique avec la rivière locale qui est le Gardon. Et en fait, quand le niveau du karst s'abaisse significativement, ça arrive tous les ans, c'est normal, le Gardon par endroits disparaît et totalement sec. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment une gestion très liée entre l'eau superficielle et l'eau souterraine. Alors là encore, vous voyez, tous les matins, je regarde la courbe là, du niveau dans le forage. Ça, voilà, on y a accès en temps réel. On peut voir à quel niveau se situe la nappe. On peut surveiller en temps réel à quel débit se trouve le Gardon. Et en même temps, on a également nos niveaux de prélèvement. Mais alors là, on se retrouve avec une ressource limitée quantitativement par un arrêté préfectoral. Nous avons une autorisation annuelle. C'est en gros 1,5 million de mètres cubes. Et on n'a pas le droit de prélever plus. Derrière, nous avons 3 types d'usages qui sont l'eau potable, l'eau industrielle et l'eau agricole. Et chaque usage a, par arrêté préfectoral, une part de ce quota. Il y a de tête 800 000 pour l'agriculture et le reste se répartit entre
eau potable et industrie. Voilà. Donc ça nous a conduit à mettre en place là, un système de gestion beaucoup plus fin, avec des compteurs télégérés sur chaque... Alors évidemment, j'ai dit sur la ressource, mais également à la distribution. Là, vous avez une photo de borne, bon, voilà, il y a un compteur, il y a une tête qui lie la consommation, et en temps réel, tous les jours, remonte les consommations de chaque usager. Chaque usager a son quota. Le quota collectif a été décliné à l'échelle individuelle, et il est responsable de cette bonne gestion. Si jamais il atteint son quota, on vient lui couper l'eau. Hein, voilà. Il y a une vraie responsabilisation de l'usager. Là-dessus, d'ailleurs, peuvent se surajouter des arrêtés sécheresse qui peuvent venir encore durcir la situation avec des restrictions, on en a parlé, de 50 voire 100%. Cette année, sur ce territoire, il y a eu 2 semaines de crise avec irrigation interdite. Voilà. Alors, ce que je voulais dire à ce propos, parce qu'on a parlé là des mesures d'adaptation, du coup, de sobriété qui étaient nécessaires, et ce que je voulais dire, c'est que l'agriculture a déjà fait beaucoup en matière de sobriété. Je veux l'illustrer sur ce territoire. On a fait une enquête quasi exhaustive là, auprès de tous les agriculteurs du territoire. Le goutte à goutte, on va dire la micro-aspersion, goutte à goutte ou micro-aspersion représente 99% du matériel en place. Et 95% de la surface irriguée, c'est de la vigne. Donc on a la culture la plus sobre en eau de ces territoires, et on a le matériel le plus sobre aussi. Donc je pense que là, on est vraiment sur des zones, parce que on est un peu forcé, hein, voilà, vous avez vu le contexte, la ressource est limitante. Là, on est dans le Gard, hein, pour juste voilà, se projeter. Voilà, sur ce périmètre, hein, c'est une 50aine d'agriculteurs, voilà, c'est un petit périmètre, mais n'empêche, là, voilà, on voit vraiment que les choses sont en place. Quoi, prise en main. Et à la fois côté gestionnaire, mais côté usager de l'eau. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore quelques économies à faire, et certainement, mais je pense que là, il y a quand même un grand pas qui a été déjà fait. Et alors après, l'idée, là, c'était de se projeter un peu dans l'avenir. Hein, voilà. Ouais. Si on revient là sur ces 3 ressources, donc le Rhône, je me permets de la qualifier de ressource abondante. Je ne dis pas que c'est une ressource infinie dans laquelle on va se servir, et d'autant que, voilà, on a bien compris que les débits d'étiage l'été, quand on a besoin en eau, allaient diminuer. Ceci dit, on sait qu'il y a encore, voilà, il y a quelques marges de prélèvements supplémentaires envisageables. Ça veut dire que derrière, on ne s'interdit pas des usages supplémentaires, équiper quelques surfaces, par exemple, et puis répondre aussi à l'évolution de la demande climatique, c'est-à-dire que le climat évoluant, les cultures, y compris celles qui sont très sobres, auront besoin de plus d'eau. Donc on ne s'interdit pas de mobiliser un peu plus d'eau dans le Rhône là-dessus. Le cas du barrage de la Ganguise est totalement différent. On a vu, on est sur une ressource finie, et nous sommes en train de faire une étude pour évaluer justement à échéance 30 ans quels sont les volumes qui restent mobilisables, et avec une approche fréquentielle, pour dire eh bien, finalement, est-ce que dans cette retenue, 8 années sur 10, il reste encore 5 millions de mètres cubes, auquel cas on pourra envisager éventuellement d'arroser un peu plus de surface sur le périmètre en question, ou répondre là encore à l'accroissement de la demande climatique pour les agriculteurs en place. Hein. Et puis dans le cas de notre prélèvement dans le Gard surgognien, on sent bien qu'aujourd'hui, là, tout est verrouillé, on va dire. Alors nous avons également une étude hydrogéologique en cours pour mieux comprendre le fonctionnement de ce karst et justement préciser ce qui est envisageable. Et les conclusions pouvant être optimistes, il y a un peu plus de marge. ISO, on en reste là de l'autorisation, voire de régression en ayant malheureusement, enfin je dis malheureusement pour les agriculteurs, la nécessité de réduire les prélèvements. C'est une perspective qui n'est pas exclue. Et alors voilà, je voulais rester là-dessus quand même. On parle de mobiliser éventuellement plus d'eau. Quoi qu'il en soit, on l'a bien compris, tout ça ne s'entendra que moyennant des efforts de gestion économe, à la fois alors, au niveau des réseaux, au niveau des agriculteurs, l'idée étant idéalement qu'à quantité d'eau mobilisée constante, on puisse satisfaire plus de besoins, ou éventuellement à consommation équivalente, enfin plutôt à usage agricole équivalent, on prélève moins dans le milieu. Ça, c'est un objectif de base. Voilà. Que la ressource soit celle du Rhône ou celle du karst urgognien. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. On enchaîne directement avec un autre exemple de mode de gestion par une société d'aménagement régional, avec Vincent Couléja.
Koulecha, pardon, l'évolution des consommations d'eau agricole à l'échelle territoriale. Et vous allez insister sur comment il faut comprendre, ou pourquoi plutôt, il faut comprendre le passé pour anticiper l'avenir avec la concession du canal de Provence. Voilà, donc moi je serai beaucoup dans la projection et la réflexion sur le futur. Vous anticipez presque la session 2, mais c'est pas grave. Avec des questions sur l'effet ciseau que nous fait le changement climatique et puis les besoins d'adaptation sur le territoire. Donc la Société du Canal de Provence exploite une concession régionale, donc la concession régionale du Canal de Provence, qui est alimentée principalement par le Verdon, qui fait partie du bassin versant du Rance-Verdon, et sur lequel il y a des aménagements hydroélectriques depuis les années, qui ont été imaginés dans les années 50, même avant, mais enfin réalisés à partir des années 50, qui nous permettent de sécuriser nos ressources. Donc il y a des aménagements hydroélectriques qui permettent de stocker 1 milliard de mètres cubes sur le bassin versant du Verdon, et à l'intérieur de ces réservoirs, il y en a 225 millions qui sont réservés pour l'usage de la concession régionale du canal de Provence. Cette concession régionale, c'est une concession multi-usage, et on voit donc sur le graphique de droite que l'usage agricole représente 22% des volumes qui sont prélevés. Chaque année, il y a environ, en moyenne, 230 millions de mètres cubes qui sont prélevés. L'année 2022 exceptionnelle est montée à de l'ordre de 300 millions de mètres cubes, mais en moyenne, on est à 230. Et la moyenne des prélèvements de l'agriculture, c'est de l'ordre de 40 millions de mètres cubes. Donc les autres prélèvements, grosso modo, la moitié des prélèvements, c'est pour les usages des collectivités, pour la potabilisation de l'eau, souvent en complément de ressources locales qui peuvent être fragiles en période de sécheresse. Compte tenu des perspectives de changement climatique, on a une forte demande des territoires pour des extensions de réseaux. Donc les extensions de réseaux au niveau agricole, c'est un des principaux leviers d'adaptation au changement climatique pour l'agriculture. Il y a bien sûr les leviers agronomiques dont on a parlé, mais il y a aussi ce levier-là qui est envisagé. Et c'est un levier en plus qui facilite la transition agroécologique, donc qui permet aussi les autres transitions. On discutera de ça tout au long de la journée. Voilà. Alors la question, c'est sur ces 40 millions de mètres cubes, qu'est-ce que ça va devenir avec le changement climatique? Alors le premier réflexe, ce serait de se dire on va faire la somme des besoins des parcelles en partant de ratios agronomiques. Et là, j'ai mis un tableau avec les différentes parcelles, avec les différentes cultures qui sont présentes sur notre périmètre, des doses annuelles théoriques, qui est très théorique puisque c'est pris à l'échelle de l'ensemble de la région, donc alors que ça peut être variable, et puis les volumes qui en résultent. Donc globalement, l'ordre de grandeur, si on fait ce calcul-là, on arrive à 160 millions de mètres cubes, alors que notre consommation réelle observée, moyenne, est de 40 millions de mètres cubes. Donc qu'est-ce qui explique que la somme des besoins des parcelles soit si inférieure au volume théorique? Quand on y réfléchit, c'est des choses qui mériteront d'être approfondies, mais grosso modo, il y a deux grandes limites. Il y a les limites de capacité d'investissement de l'agriculteur. L'agriculteur, à l'échelle de son exploitation, va peut-être choisir d'investir dans le foncier ou dans le machinisme plutôt que dans l'irrigation, bien qu'il ait l'eau à sa disposition. Et puis, il y a les limites aussi des moyens d'irrigation. Donc, une fois qu'il y a un système d'irrigation, il y a ce système d'irrigation, il peut peut-être être déplacé en fonction des priorités de culture, en fonction du temps disponible de l'agriculteur. Bref, c'est des priorités qui peuvent être arbitrées au quotidien. Donc, sur la surface cultivée, donc atteignable par l'irrigation, l'agriculteur va faire des arbitrages stratégiques et tactiques pour arriver finalement à ces 40 millions de mètres cubes. Donc comment se projeter dans l'avenir pour avoir une idée de quelles seront nos consommations d'eau agricole en fonction du changement climatique. Donc on voit ici sur le graphique de gauche en bleu les consommations observées entre les années 2001 et 2021, et puis en jaune des simulations grâce à
un modèle de régression linéaire qu'a fait Nicolas Urruti, là, qui est dans la salle, qui pourra éventuellement répondre à des questions très précises s'il y en a. Et un modèle de régression linéaire qui est basé sur des indices de sécheresse printemps et été, calculés à partir de projections agroclimatiques AgriForecast. Donc les consommations sont calculées en fonction des surfaces équipées, bien sûr, et de l'occupation des sols. Et on voit qu'on a un modèle relativement performant dans le passé pour expliquer la variation. On a un R2 à 0,91 pour expliquer la variation des consommations. Les amplitudes sont par contre un tout petit peu moins bien simulées. Et donc ce modèle, on l'a calé sur les observations qui ont été faites depuis 20 ans sur nos bases de données de consommation annuelle sur tous les réseaux de la concession, donc qui représentent de l'ordre de 75 000 hectares en surface d'influence. Si on fait les projections, donc en fonction du changement climatique, avec un scénario qui est un peu médian, sur la série 2030-2059, on arrive à une augmentation de consommation en moyenne de 6%, et puis une variabilité interannuelle qui est évaluée entre 33 et 46 millions de mètres cubes. Donc on est sur une variabilité qui est à peu près similaire à ce qu'on a aujourd'hui, avec une augmentation de la moyenne de 6%. Par contre, on n'intègre pas dans ces projections, finalement, les évolutions agricoles qui peuvent être largement prépondérantes par rapport aux questions de changement climatique. Est-ce qu'on aura des assolements sobres ou pas? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme évolution des encépagements, puisqu'on est sur des territoires qui sont très viticoles, donc des encépagements qui peuvent être plus ou moins consommateurs et plus ou moins sensibles à la sécheresse. Et puis, quelles seront les futures pratiques agroécologiques? Donc un certain nombre d'incertitudes qui se surajoutent à ces questions de changement climatique. Si on regarde les ordres de grandeur à l'échelle du bassin versant du Rance-Verdon, donc les prélèvements de la Société du Canal de Provence, je vous ai dit 230 millions de mètres cubes, représentent 4% des volumes qui passent dans le système du Rance-Verdon. Voilà, il y a 6 milliards de mètres cubes qui sont utilisés chaque année à l'échelle du bassin versant. Et puis, la SCP, historiquement, avait jamais dépassé 30% de la mobilisation de ses réserves pour compenser en fait, les périodes d'étiage jusqu'à l'année 2022. L'année 2022 a été un peu une déflagration, puisque pour la première fois, on a eu un léger conflit d'usage avec les usages touristiques sur le lac, puisque la cote touristique n'a pas pu être maintenue compte tenu de la mobilisation des volumes de nos réserves. Donc, malgré ça, en 2022, on a mobilisé moins de 50% des réserves attribuées à la concession régionale. Si on après, si on regarde l'évolution qui a été projetée liée au changement climatique, on est à 1% des prélèvements globaux de la SCP habituelle actuelle. Et si on le regarde par rapport au bassin versant, on est à 0,04%. Donc, comme pour le Rhône, on pourrait se dire il y a de la marge. Mais donc, j'ai parlé d'effet ciseaux, il y a quand même les incertitudes que j'ai dites tout à l'heure sur les consommations, mais il y a aussi de fortes incertitudes sur les ressources, avec les incertitudes portant sur les flux liés au changement climatique. Donc l'impact des précipitations, Eric Soquet nous a dit que voilà, il y avait pas mal d'incertitudes, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur la saisonnalité, sur le régime de fonte des neiges qui vont voilà, régulariser le débit dans les cours d'eau et régulariser le remplissage de nos réserves. Et donc des incertitudes fortes sur les dynamiques agricoles. Donc en perspective, en conclusion et en retour d'expérience par rapport à tout ça, il y a d'abord un apport méthodologique de la réflexion de Nicolas Urruti, c'est en observant le passé et en traçant des courbes par rapport aux observations et aux bases de données qu'on a, qu'on peut se projeter et pas en utilisant des ratios agronomiques bruts. Mais en perspective, donc,
On a un gros travail pour affiner les projections interannuelles, parce que finalement, ce n'est pas tant l'année moyenne qui nous intéresse que l'année sèche. On a un travail de prospective agricole à développer avec différents scénarios de sobriété. On a des prospectives à faire aussi sur les autres usages. Je vous ai dit que les usages, la moitié des usages étaient des usages urbains, souvent en complément de ressources locales fragiles. Donc si ces ressources locales diminuent pour différentes raisons, le prélèvement sur la réserve de la concession va augmenter. Et puis donc, voilà, tout ça est à confronter aux prospectives sur les ressources en eau. En conclusion, on peut dire que les résultats sur l'évolution des besoins agricoles sont plutôt rassurants à ce stade, avec la nécessité toutefois de suivre de près les prélèvements, mais aussi les résultats des prospectives pour éventuellement régler nos programmes d'aménagement et d'extension. Donc voilà, c'est des programmes qui prennent beaucoup de temps, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance pour le réaliser. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les données, on le commence quand même, mais on est en mesure de régler le niveau d'atteinte du programme en fonction des résultats et des évolutions qu'on va observer. Et puis surtout en dernier, le message de conserver une gestion économe et sobre de la ressource à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gestionnaire des infrastructures qui est la Société du Canal de Provence, mais aussi au niveau de l'agriculteur dans son système d'exploitation ou dans sa gestion quotidienne de l'irrigation. Merci beaucoup à tous les deux. On peut vous applaudir, évidemment.